Sutra 6. Ce sont la connaissance juste, la connaissance fausse, la fantaisie, le sommeil et la mémoire. Ici de nouveau, pour un examen superficiel, la classification quintuple paraît plutôt singulière, mais une étude plus profonde montrera qu'elle est parfaitement scientifique. Si nous analysons notre vie mentale dans toute la mesure où son contenu est concerné, nous trouverons qu'elle consiste en une grande variété et en un grand nombre d'images. Mais une étude plus serrée de ces images montrera qu'elles peuvent toutes être placées sous l'une des 5 grandes subdivisions énumérées dans ce sutra. Avant de traiter de chacune d'elles séparément dans les 5 sutras suivants, essayons de comprendre d'une façon générale le système de classification sous-jacent. Pramana et Vipariyaya englobent toutes ces images formées par les organes des sens lors d'une sorte de contact direct avec le monde extérieur des objets. Vikalpa et Smriti englobent toutes ces images ou modifications du mental produites sans aucune sorte de contact direct avec le monde extérieur. C'est le résultat de l'activité indépendante du mental inférieur, utilisant les perceptions sensorielles amassées antérieurement et qui sont stockées dans le mental. En ce qui concerne Smriti ou la mémoire, ces perceptions sensorielles sont reproduites fidèlement dans le mental, c'est-à-dire sous la forme et dans l'ordre où elles avaient été acquises auparavant au moyen des organes des sens. Dans le cas de Vikalpa, ou de l'imagination, elles sont reproduites sous n'importe quelle forme et dans n'importe quel ordre au moyen du matériel sensoriel présent dans le mental. L'imagination peut combiner ces perceptions sensorielles, leur donner n'importe quelle forme et n'importe quel ordre, pertinent ou non, mais le pouvoir de ces combinaisons est sous le contrôle de la volonté. Dans l'état de rêve, la volonté n'a pas de contrôle sur ces combinaisons, et elles apparaissent donc comme fortuites, fantastiques et souvent absurdes, influencées jusqu'à un certain point par les désirs présents dans le mental subconscient. Le soi supérieur, avec sa volonté et sa raison, c'est pour ainsi dire retiré au-delà du seuil de la conscience, laissant le mental inférieur en partie enchevêtré dans le cerveau, mais privé de l'influence de la raison et du contrôle de la volonté. Quand ce qui reste encore du mental inférieur se retire aussi au-delà du seuil de la conscience cérébrale, nous avons le sommeil sans rêve ou nidra. Dans cet état, il n'y a plus d'image mentale dans le cerveau. Le mental continue à être actif sur son propre plan, mais ces images ne se reflètent pas sur l'écran du cerveau physique. Que l'étudiant examine maintenant son activité mentale à la lumière de ce que nous venons de dire. Qu'il prenne n'importe quelle modification du mental inférieur concret, œuvrant avec les noms et les formes qu'il voit, s'il ne peut pas faire entrer cette modification dans l'un ou l'autre des 5 groupes. Il aura la surprise de voir que toutes les modifications du mental inférieur peuvent être classées dans l'une ou l'autre de ces subdivisions et que, par conséquent, le système de classification est tout à fait rationnel. Il est vrai qu'à l'analyse on trouvera que bien des modifications sont complexes et appartiennent à 2 ou plus groupes différents, mais les divers éléments auront leur place dans l'un ou l'autre des 5 groupes. C'est pourquoi les vrittis sont appelés panchataya, c'est-à-dire quintuples. On peut demander pourquoi on a pris en considération que les modifications du mental inférieur concret dans cette classification des chitta-vrittis. Chitta englobe tous les niveaux du mental, dont le plus bas est appelé le manas inférieur fonctionnant par le manomaya kosha et qui s'occupe d'images du mental concret ayant nom et forme. La réponse à la question est évidente. L'homme ordinaire, dont la conscience se borne au mental inférieur, ne peut recevoir que ces images concrètes dérivées d'une perception au moyen des organes des sens physiques. Les chitta-vrittis correspondant au niveau supérieur du mental, quoique plus précises, plus nettes et capables de s'exprimer indirectement par l'intermédiaire du mental inférieur, sont au-delà de sa compréhension et ne peuvent être perçues que sur leur propre plan dans un état de samadhi, lorsque la conscience transcende le mental inférieur. Le yoga commence par le contrôle et la suppression de l'espèce inférieure des chitta-vrittis que le sadhaka connaît bien et qu'il peut comprendre. Il n'y aurait aucune utilité à traiter des chitta-vrittis correspondant au niveau supérieur du mental, même si ces chitta-vrittis pouvaient se plier à la classification ordinaire. Le sadhaka doit attendre d'avoir appris la technique du samadhi. Considérons maintenant les 5 sortes de modifications séparément, une à une. Les faits de la connaissance directe sont basés sur la connaissance directe, la déduction ou le témoignage. Pramana, qui peut être traduit approximativement par connaissance correcte ou connaissance en relation avec les faits,
comprend toutes les expériences dans lesquelles le mental est, à ce moment, en contact direct ou indirect avec les objets des sens et où la perception mentale correspond aux objets. Quoique 3 sources de la connaissance directe soient mentionnées dans le sutra et que dans un seul de ces moyens de connaissance, il y a contact direct avec l'objet, cela ne signifie pas qu'il n'y a aucun contact avec l'objet dans les 2 autres. Le contact dans ces 2 cas est indirect au moyen de quelque autre objet ou de quelque autre personne. Une illustration simple éclaircira ce point. Supposez que vous voyez votre voiture arriver à votre porte. Vous la reconnaissez aussitôt. Cette connaissance est bien entendu pratyaksha. Mais si vous êtes assis dans votre chambre et que vous entendez le son familier de votre voiture devant votre maison, vous la reconnaissez comme étant votre voiture. Ici, votre connaissance est fondée sur le contact avec l'objet, mais le contact est indirect et implique un élément de déduction. Supposez maintenant que vous ne voyez et n'entendez pas votre voiture, mais que quelqu'un de votre maison vient vous dire que votre voiture est devant la porte. Ici encore, le contact avec l'objet est indirect, mais votre connaissance est fondée sur le témoignage. Dans ces 3 cas, puisque l'image qui surgit dans votre cerveau correspond à un fait, la Chitta Vritti entre dans la catégorie de pramana, ou connaissance correcte. Si cela n'est pas, si, par exemple, votre déduction concernant la présence de votre voiture est fausse, ou si la personne qui vous l'a dit fait un rapport incorrect, votre connaissance est inexacte et appartient à la seconde catégorie, c'est-à-dire viparyaya. La connaissance du type pramana peut être fondée en partie sur l'une et en partie sur l'autre de ces 3 sources, mais si elle correspond au fait, elle appartient à ce type. Sutra 8. La connaissance incorrecte est une fausse conception d'une chose dont la forme réelle ne correspond pas à une telle conception erronée. Le second type de vritti, appelé viparyaya, est aussi fondé sur une sorte de contact avec un objet extérieur, mais l'image mentale ne correspond pas à l'objet. Les exemples que l'on donne généralement pour illustrer cette sorte de vritti, tels qu'un mirage dans un désert, peut donner l'impression que c'est quelque chose de très rare, mais ce n'est pas la réalité. Il y a des cas très fréquents de viparyaya, partout où il y a un manque de correspondance entre la conception d'une chose et la chose elle-même. Nous avons en réalité un exemple de viparyaya. Mais on devrait se rappeler que dans viparyaya, il ne s'agit pas de l'exactitude ou de la précision de nos impressions mentales, mais seulement de la correspondance entre l'objet et l'image mentale formée dans notre mental. Dans la pénombre, notre impression d'un objet peut être confuse, mais si elle correspond à l'objet, elle n'est pas un cas de viparyaya. Sutra 9. Une image évoquée par des mots sans aucune substance en elle est de l'imagination. Les 2 premières catégories de modification mentale épuisent toutes les sortes d'expériences dans lesquelles il y a un contact d'une certaine nature avec un objet hors du mental. Ces expériences peuvent donc être appelées objectives. Nous arrivons maintenant aux 2 autres espèces de vritti dans lesquelles il n'y a pas un tel contact et où l'image est une pure création du mental. Ici encore, nous avons 2 subdivisions. Si la modification mentale est fondée sur une expérience préalable et se borne à la reproduire, nous avons un cas de mémoire. Si elle n'est pas fondée sur une expérience réelle dans le passé ou ne correspond à rien dans le champ de l'expérience réelle, mais est une pure création du mental, alors c'est de la fantaisie ou de l'imagination. Lorsque nous faisons la revue mentale des événements de notre vie passée, de telles modifications mentales appartiennent au domaine de la mémoire. Quand nous lisons un roman, nos vrittis appartiennent au domaine de l'imagination. Mais, même dans le cas de l'imagination, on trouvera à l'analyse que les images mentales décrivent, en définitive, des perceptions sensorielles dont nous avons réellement fait l'expérience à un moment ou à un autre, mais les combinaisons sont nouvelles et ne correspondent à aucune expérience réelle. Nous pouvons imaginer un cheval ayant la tête d'un homme. Ici, la tête d'un homme et le corps d'un cheval ont été perçus séparément et appartiennent au domaine de la mémoire, mais la combinaison des 2 en une image composée, qui ne correspondent pas à une expérience réelle, fait de cette image mentale un cas de vikalpa. Les 2 catégories de mémoire et d'imagination, à cause de l'absence de tout contact avec un objet extérieur qui suscite l'image mentale, peuvent être appelées subjectives par nature.
Sutra 10. Cette modification du mental qui est fondée sur l'absence en lui de tout contenu est le sommeil. C'est un sutra très important qu'on devrait étudier avec soin. Bien sûr, la signification littérale de ce sutra est évidente. Même cette modification du mental, dans laquelle il n'y a pas de contenu dans le mental, est classée comme vritti qui est appelée nidra. Et cela pour une très bonne raison. Pendant le temps où une personne est dans cet état, son mental est pour ainsi dire vide, blanc. Il n'y a pas de pratyaya dans le champ de la conscience. Cet état semble de l'extérieur le même que celui de Chitta-vritti Nirodha, dans lequel il y a aussi une complète suppression des modifications du mental. En quoi cet état diffère-t-il donc de la condition Nirbija Samadhi ? Car ce sont deux pôles opposés. La différence réside dans le fait que dans l'état de Nidra ou de profond sommeil, l'activité mentale ne s'arrête pas du tout. Seulement le cerveau est disjoint du mental et par conséquent n'enregistre pas les activités qui se produisent en lui. Lorsqu'une personne s'éveille et que le contact est rétabli, le cerveau redevient le siège de l'activité mentale comme précédemment. Quand une voiture est débrayée, le moteur ne s'arrête pas. C'est seulement l'action du moteur sur la voiture qui est supprimée et la voiture ne bouge plus. De la même façon, dans le sommeil profond, quoiqu'il n'y ait pas de pratyaya dans le cerveau, l'activité mentale est transférée à un véhicule plus subtil et continue comme précédemment. Seulement le cerveau a été débrayé. Les expérimentations en hypnotisme et en mesmérisme sont une corroboration partielle de cette opinion. Or, en yoga, c'est l'activité du mental ou chitta qui est supprimée et pour cela, il est nécessaire d'arrêter les vibrations du corps mental inférieur qui est en état de veille. Dans l'état de veille, le cerveau est rattaché au mental inférieur et, en contrôlant l'activité du mental dans le cerveau, nous pouvons contrôler son activité propre. Lorsque le moteur d'une voiture est embrayé en réglant ou en arrêtant le mouvement de la voiture, nous pouvons régler ou arrêter le mouvement du moteur lui-même. On verra donc que l'état de profond sommeil et l'état de Chitta-vritti Nirodha, quoiqu'ils puissent sembler similaires superficiellement, sont tout à fait différents. Sutra 11. La mémoire, c'est de ne pas permettre à un objet dont on a fait l'expérience de s'échapper. Le processus mental impliqué en se rappelant l'expérience passée est particulier et la raison pour laquelle la mémoire est considérée comme un type de Chitta-vritti a déjà été discutée en traitant le Sutra 1.9. La mémoire est ici définie comme la rétention d'expériences passées dans le mental, mais il faut noter que ces expériences sont retenues dans le mental comme de simples impressions, samskara, et, tant qu'elles sont présentes dans leur forme potentielle, comme de simples impressions, elles ne peuvent pas être considérées comme une Chitta-vritti. Ce n'est que lorsque les impressions potentielles sont transformées en leur état actif, sous forme d'images mentales, qu'elles peuvent à proprement parler être considérées comme une Chitta-vritti. Sutra 12. Leur suppression est amenée par la pratique persistante et le non-attachement. Après avoir classé et expliqué les différentes formes que les modifications du mental peuvent assumer, l'auteur donne dans ce sutra les deux moyens généraux de produire la suppression de ces modifications. Ce sont la pratique et le non-attachement. Deux mots en apparence très simples, mais quel prodigieux effort de volonté et quelle variété de pratiques ils représentent. Ces deux mots ont été définis dans les sutras qui suivent, mais leur pleine signification ne peut être comprise qu'après l'étude du livre tout entier.